Bonjour mes amis, le but de cette deuxième émission est de vous permettre d'identifier certains comportements dans votre entourage familial et socio-professionnel. Soit identifier une tendance à la paranoïa qui est basée sur une méfiance et une suspicion exagérée envers les autres sans développer le délire. Ou observer l'apparition d'un délire paranoïaque qui est une maladie psychiatrique grave, du fait que la personne atteinte de cette maladie ne se rend pas compte de sa maladie. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, c'est gratuit, afin de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Le délire paranoïaque est un trouble de fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, un doute permanent, une sensation de menace permanente, des interprétations erronées de la réalité accompagnées d'un sentiment de persécution. En d'autres termes, la paranoïa, c'est une psychose qui se caractérise par un délire chronique, organisé, structuré, logique dans son développement, comportant un sentiment de persécution auquel le patient adhère totalement, mais qui ne s'accompagne pas de diminution intellectuelle du patient. C'est-à-dire que le paranoïaque garde ses capacités intellectuelles. Il est dans la relation, à l'écoute et dans la communication. Tout le reste de la personnalité est adapté. Il est persuadé de ce qu'il dit. Il n'a pas conscience que la base de son raisonnement est fausse. Le délire paranoïaque n'a pas de cause connue à ce jour. Il survient en général après l'âge de 35 ans et souvent chez les hommes. Il se développe plutôt sur des personnalités identifiées comme des personnalités paranoïaques. Des individus toujours méfiants et suspicieux, orgueilleux, susceptibles, méprisants, psychorigides, autoritaires, jaloux et au jugement souvent faussé par des a priori affectifs. D'autres théories visant à définir les causes de la paranoïa affirment que la maladie résulte d'importants troubles du sommeil, des troubles affectifs inexpliqués, une faiblesse estime de soi confirmant un sentiment d'infériorité. Il est encore pensé que cette personnalité paranoïaque se développe dès l'adolescence et peut rester souple et se déclencher à l'âge adulte, c'est-à-dire aux alentours de 35-40 ans, suite à un événement de la vie du genre, un gros stress, une rupture amoureuse, un souci, peuvent évoluer en maladie. De ce fait, les personnes décompensent en perdant leur capacité d'adaptation. Par rapport aux facteurs favorisants, il est pensé que la consommation excessive d'alcool, des substances toxiques comme les drogues, peuvent aussi déclencher une crise de paranoïa. La paranoïa apparaît généralement au début de l'âge adulte, comme on l'a vu, et peut s'aggraver au fil des années pour se transformer en délire paranoïaque vers 40 ans. Et les troubles paranoïaques tendent à s'accentuer avec l'âge. Les hommes sont plus touchés que les femmes. Dans un premier temps de face à face avec le psychiatre, le discours de la personne, ici le patient, semble possible car l'histoire est structurée, sensée, mais au fur et à mesure de l'entretien, le dire se défend et on voit alors apparaître la maladie mentale de la personne par une rigidité psychique, c'est-à-dire que la personne reste sur ses idées de façon obtuse, c'est-à-dire il reste borné, limité, émoussé. Une méfiance exagérée allant jusqu'au délire des persécutions. Ici, le mal vient toujours de l'autre, le patient se croit attaqué dans son bonheur, ses intérêts, par des personnes réelles ou imaginaires, et se fait passer pour victime. Il y a aussi le dogmatisme, l'attitude intellectuelle à affirmer des idées sans discuter. Chaque forme de paranoïa présente des symptômes spécifiques, selon les troubles psychiatriques associés et selon les situations. Cependant, on distingue des symptômes caractéristiques chez la majorité des personnes paranoïaques, notamment le manque de confiance dans son entourage, la méfiance et les sentiments de persécution. Les paranoïaques se caractérisent aussi par quelques traits fondamentaux qui entraînent au fur et à mesure une difficulté d'adaptation sociale, telle que l'hypertrophie du moi,
l'orgueil, l'égoïsme et un sentiment de supériorité. Le kibongai, comme j'ai dit tout à l'heure en lingala. Le sentiment de fierté, d'amour-propre, d'arrogance et de la mégalomanie. Le désir excessif de puissance et de gloire. De la jalousie, de la colère, des erreurs de jugement ou fausseté du jugement. Car la logique ne fonctionne plus. Du mépris des autres ou sous-estimation des autres. Une froideur. Il y a présence aussi d'une susceptibilité exagérée. Une rancune. Ces patients ont perdu toute capacité d'accéder, c'est-à-dire d'avoir accès au doute et développent un délire sans pour autant présenter un affaiblissement de leur capacité intellectuelle. Lorsqu'ils s'aggravent, ces traits peuvent évoluer vers l'interprétation délirante. Le diagnostic de la paranoïa est très souvent difficile à poser par le psychiatre, car le patient atteint de cette maladie ne se sent pas malade. Dans son esprit, ce sont tous les autres membres de son entourage qui sont malades, mais pas lui. Les signes qui altèrent les relations avec les proches et les relations sociales doivent alerter l'entourage, car le patient lui-même ne se rend pas compte de sa maladie, ou le patient ne se rend pas compte de la maladie dont il souffre, étant convaincu que ces peurs et méfiance sont justifiées. C'est au psychiatre de poser le diagnostic selon le critère diagnostic de DCM 4 et 5. Les délires paranoïaques se développent sur une personnalité paranoïaque. Rappelez-vous, il y a l'hypertrophie du moi, une fausseté de jugement, une méfiance, une psychorigidité, etc. Ici, pour le patient, il n'y a pas de hasard. Tout événement ou détail est sujet à interprétation. Autrement dit, à partir d'une perception ou d'une sensation réelle, le malade construit un délire systématisé. La forme du délire paranoïaque la plus marquée est l'illusion de persécution ou le délire des persécutions. Ici, pendant plusieurs mois, voire des années, le patient a accumulé les éléments étayant son délire d'interprétation erroné à partir de faits tirés de sa vie professionnelle, familiale, des conflits avec d'autres personnes. De ce fait, la personne paranoïaque vit dans un état d'alerte permanente. Elle est convaincue qu'une forme de mal l'entoure et prend possession de son esprit. Le malade est persuadé qu'un complot est dirigé contre lui. Par exemple, il pense que ses collègues du travail complotent pour le faire renvoyer de l'entreprise ou de son travail. Dans son interprétation erronée, le paranoïaque attribue la responsabilité de ce qui se passe dans sa vie à l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. C'est ce qu'on appelle la projection. D'autres thèmes peuvent se greffer à ce délire d'interprétation. Pour les paranoïaques, il n'y a pas de hasard. Tout événement ou détail est sujet à interprétation. À partir d'une perception ou d'une sensation réelle, le parano construit un délire systématisé, structuré, avec des thèmes de persécution, de préjudice ou de complot. La réaction délirante donne lieu à différents types de délires de revendication, encore appelé une sinistrose délirante. Ce délire est caractérisé par une injustice vraie ou fausse dont le malade se considère la victime et entreprend d'obtenir réparation ou dédommagement. Et parmi ce délire, il y a le délire des revendications judiciaires. À partir d'un fait réel et précis, par exemple un procès perdu, un avancement retardé, une réforme repoussée, le patient paranoïaque introduit des recours et des procès sans fin, jusqu'à le ruiner. Ensuite, il y a le délire des revendications autour de la santé. Ici, c'est la conviction de ne pas avoir été prise en charge comme il fallait lors d'une hospitalisation, d'un traitement ou d'une maladie, le plus souvent imaginaire. Et enfin, il y a le délire des revendications des découvertes grandioses et délirantes, pour lesquelles la personne ne s'estime pas reconnue à sa juste valeur. Dans ce délire, nous avons des inventeurs méconnus, brevets volés, etc.
Et nous avons les idéalistes passionnés qui cherchent à transmettre leurs convictions idéologiques, mystiques, sociales ou politiques. En d'autres termes, les idéalistes passionnés luttent avec acharnement pour une idéologie politique ou religieuse. Ils élaborent un système délirant, des réformes sociales, religieuses ou artistiques. Ces patients ont un talent oratoire, un charisme exceptionnel. C'est des gens qui montent des partis politiques, qui fondent des sectes, ce sont des gourous, qui sont capables d'entraîner les foules si on ne voit pas la faille du départ. Par exemple, Hitler considérait que pour être de la race supérieure, il faut être grand, blanc, blond, aux yeux bleus. Voilà la faille du départ qui n'a pas été vue avant. À ce sujet, il y a un psychiatre qui a étudié les failles psychiques des gouvernants, monstres ou héros. Il dresse 19 portraits d'Alexandre le Grand, Churchill, jusqu'à Pol Pot et Amin Dada. Pour lui, tous les dictateurs et tyrans sont des modèles de grands paranoïaques. Les thèmes du délire peuvent également être liés à un événement passionnel spécifique, la jalousie. Dans le délire de jalousie, ici, le malade peut faire une véritable fixation sur une personne précise, un hypothétique concurrent, professionnel ou un rival amoureux, en cherchant alors des preuves de la justesse de son délire. La jalousie délirante concerne plus les hommes sur un terrain alcoolique. De ce fait, chaque fait et geste du conjoint est interprété comme acte d'infidélité. La crainte d'être trompé par son conjoint peut conduire le paranoïaque à des filatures, des enquêtes, des recherches de preuves. Bref, c'est un délire passionnel portant sur l'infidélité supposée du partenaire, pouvant conduire au crime passionnel. Nous avons une autre forme de délire qu'on appelle le délire d'érétomanie ou délire érétomaniaque. Cette fois-ci, ce délire concerne plus les femmes, plus ou moins célibataires, des niveaux socio-économiques élevés. Dans ce délire d'érétomanie, la patiente a la conviction d'être aimée par une personne, ici un homme plus aisé que soi. Dans ce cas, l'être aimé est le plus souvent socialement ou intellectuellement supérieur. Par exemple, un écrivain, un prêtre, un ministre, un avocat, un médecin, un acteur de cinéma ou une célébrité. Dans l'esprit de l'érétomane, c'est l'autre qui a choisi de l'aimer. Et ces troubles peuvent durer des mois, voire des années, en suivant un cycle de 3 phases. D'abord, il y a l'espoir. La personne est dans l'attente. Il envoie des lettres, il y a des cadeaux. Ensuite, il y a le dépit, c'est-à-dire que la déception, qui va engendrer la rancune, des menaces, des injures, actes auto- ou hétéro-agressifs, pouvant aller jusqu'au meurtre. Il est important de savoir que cette illusion délirante d'être aimé, le délire n'affecte que cette sphère du désir. La personne ne souffre d'aucun déficit mental. À vrai dire, aucun traitement curatif n'existe pour traiter la paranoïa. Les médicaments qui sont utilisés gèrent les symptômes. Les médicaments antipsychotiques sont prescrits en cas de délire ou trouble délirant. Les médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques en cas d'anxiété ou de stress. La prise en charge de la paranoïa comme son diagnostic est souvent difficile du fait que le patient n'est pas demandeur de soins. C'est-à-dire qu'il n'est pas demandeur d'aide médicale ou psychologique. La prise en charge psychothérapeutique, ici cognitivo-comportementale, qui peut s'appuyer sur l'empathie pour aider à reconsidérer ses interprétations et à retrouver un sentiment de sécurité. Dans ces cas, une hospitalisation peut être rendue nécessaire en cas d'agressivité ou passage à l'acte consécutif à un renforcement du délire. Une hospitalisation sous contrainte doit passer par le SAMU, voire les forces de l'ordre en cas de dangerosité. Le patient est évalué par le psychiatre aux urgences psychiatriques. Le plus souvent, celui-ci prononce l'hospitalisation immédiate pour protéger le patient
et son entourage. En effet, le délire paranoïaque, c'est le plus dangereux en psychiatrie parce que ce délire va se construire à petit feu, petit à petit, et englober tout l'entourage du patient, soignant comme famille. Ces personnes ne sont pas soignées car elles ont un délire très construit, d'où adhésion totale, ce qui fait beaucoup douter les soignants jusqu'à un moment où le patient devient incohérent. Cette psychose survient généralement chez les personnalités paranoïaques, chez les sujets masculins d'âge moyen entre 40 et 60 ans. Toujours dans l'évolution, il est pensé que le délire paranoïaque naît des déceptions, d'échecs chroniques chez une personne ayant tendance, par manque de confiance en elle, principalement, à se voir comme victime ou objet de moquerie d'autrui. Dans les complications, on note une alternance de moments délirants, aigus avec hétéro-agressivité, un risque de passage à l'acte, meurtre. Parmi les complications, il y a des addictions, abus et dépendance à l'alcool. Et il y a aussi des moments d'abattement dépressif, isolement social et risque suicidaire. Toujours dans les complications, les patients arrêtent souvent les traitements antipsychotiques de leur propre chef et recommencent encore le délire, d'où de nombreuses hospitalisations chez ces patients. Quant à la prévention, assurer un suivi ambulatoire léger au CMP, à l'hôpital des jours ou assurer des visites à domicile. Assurer la psychothérapie de soutien. Accepter de prendre le traitement. Le patient doit accepter de prendre le traitement neuroleptique qui va calmer, voire effacer le délire pour que la personne soit insérée ou réinsérée dans la société. Et enfin, la prévention des consommations excessives d'alcool et de drogues. Ici, cocaïne, éviter afin de limiter des risques d'évolution défavorable. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétela que papa d'embakin de gamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un grand repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.